Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Donc moi je m'appelle Julie Thomas, je suis interne de pédiatrie au CHU de Poitiers et je vais vous présenter mon travail de thèse qui est encadré à Poitiers par le docteur Benoît Parmentier qui est chirurgien pédiatre dans notre centre et le président du jury qui sera le professeur Guillaume Levard qui est présent aujourd'hui. Donc l'idée de l'étude c'était de faire un suivi à moyen terme d'une cohorte nationale d'atrésie de l'œsophage de type large défect avec l'analyse de la morbidité et une analyse de l'oralité chez ces enfants. Alors, les objectifs, donc, c'était de poursuivre le travail de thèse de M. Parmentier, qui avait suivi des enfants nés entre 2008 et 2010 en France, correspondant et pris en charge pour une atrésie de l'œsophage de type long gap. Il avait regardé la mortalité, la morbidité jusqu'à 3 ans dans son suivi. Et donc, l'idée, c'est de reprendre la même population, d'écrire la morbidité à distance, rechercher une mortalité retardée s'il y en avait une, évaluer l'état nutritionnel, l'oralité, le fonctionnement gastro-œsophagien, surtout avec les symptômes gastro-entérologiques hauts, l'état respiratoire, l'évaluation sur la scolarité actuelle, et puis en deuxième temps, regarder le suivi PNDS, son adhésion, et peut-être après discuter de sa réalisation possible aussi dans certains centres. Alors, pour les méthodes, donc bien sûr, on a obtenu, comme on l'avait expliqué tout à l'heure, de l'accord du comité scientifique du CRACMO. Donc, pour la description de la cohorte sur la morbidité, donc concernant la croissance staturo-pondérale, on a analysé le poids, la taille et le Z-score. La morbidité œsogastrique, on a regardé la prévalence du reflux gastro-œsophagien clinique chez ces enfants. Lorsqu'il est présent cliniquement, comment a-t-il été prouvé? Est-ce que c'est une pH-métrie, une fibro, un reflux sur le transit œsogastro-duodénal ou des fois plusieurs examens complémentaires? La prévalence du traitement de ce reflux, le nombre de dilatations moyen de ces enfants depuis la naissance, le délai depuis la dernière dilatation endoscopique, existe-t-il toujours des blocages alimentaires dans cette population? Les enfants sont-ils autonomes sur une alimentation orale? La morbidité respiratoire, on a regardé l'asthme nécessitant toujours un traitement de fond et les infections respiratoires récidivantes. Et puis, pour le suivi PNDS, donc, qui recommande, je vous rappelle, la pH-métrie sans traitement entre 2 et 3 ans chez tous les enfants atteints d'une atrésie de l'œsophage, les EFR à réaliser entre 7 et 9 ans et la consultation multidisciplinaire à 6 ans. Donc pour ça, on a contacté chaque centre référent avec le chirurgien pédiatre référent dans chaque centre. Et puis, on a demandé d'envoyer les comptes rendus et puis déplacement dans certains centres pour certains quand les dossiers étaient très copieux et qu'il fallait un petit peu trier les données. Voilà, et puis concernant l'oralité, on a utilisé un score de l'oralité que je vous présente ici, qui est le Functional Oral Intake Scale. Donc j'ai mis 2 couleurs exprès, donc il y a 7 niveaux pour étudier l'oralité. Les 3 premiers niveaux sont pour les enfants qui ont encore une dépendance à la nutrition entérale, donc pas d'alimentation orale exclusive. Et puis vous avez les niveaux les plus élevés d'oralité. Je mets juste je spécifie un peu ces 2 niveaux parce que c'est ceux qui vont surtout intéresser la cohorte. Donc le niveau 5, c'est des enfants qui ont une alimentation orale exclusive, mais avec une préparation spéciale nécessaire dans l'assiette, donc coupée en petits morceaux, mixés pour certains enfants. Le niveau 6, c'est pas de préparation spéciale, mais des aliments qui sont encore complètement retirés de l'alimentation de ces enfants, des aliments interdits, entre guillemets. Puis le niveau 7, l'oralité normale avec une alimentation classique. Et donc pour ça, on a contacté directement les familles. D'abord un envoi via les centres référents d'un courrier aux familles leur proposant de me rappeler. À la suite de cet envoi par courrier, on n'a eu que 10% de réponses. Donc on avait proposé, demandé au centre leur accord pour appeler directement au téléphone les familles. Alors, l'accord national, finalement, nous, on a suivi 49 enfants nés en France, donc entre 2008 et 2010, atteints d'une atrésie de l'œsophage long gap. Alors, la définition qu'on a adoptée, on a gardé la même définition que celle qui avait été prise par le docteur Parmentier, qui ne fait pas consensus, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, pour nous, c'était les anastomoses impossibles avant 1 mois de vie, en raison de la distance entre les cul-de-sac et ceux jugés par le chirurgien. Donc en fait, pour prendre le flowchart un peu global, donc 466 atrésies de l'œsophage recensées par le CRACMO sur la période d'inclusion, 55% d'atrésies considérées initialement comme des long gaps, donc vous voyez 10%, ce qui correspond un peu aux données de la littérature. 6 enfants ont été exclus des 55 parce qu'en fait, l'anastomose a été réalisée à plus d'1 mois de vie, mais pour des raisons complètement autres que la distance entre les cul-de-sac. Donc soit, on en discutait tout à l'heure, une prématurité très importante, un petit poids de naissance, des difficultés péropératoires, des choses comme ça. Donc finalement, 49 enfants vrais long gap, 2 décès précoces entre la chirurgie de gastrostomie initiale et avant l'intervention correctrice. Donc 47 enfants finalement opérés de l'intervention correctrice de l'atrésie, avec une conservation de l'œsophage pour 33%, donc 70% de la cohorte, en remplacement œsophagien pour 30% de la cohorte.
4 décès post-opératoires, 2 assez immédiats et puis 2 au bout d'1 an de vie. Donc finalement, 43 patients suivis au long cours sur ces années d'inclusion. Sur ces 43 patients, 3 patients perdus de vue complètement, 2 enfants vivant à Mayotte qui n'ont plus du tout donné de contact, pour lesquels nous n'avons pas d'adresse, et puis un enfant dont les parents étaient étrangers qui sont repartis vivre à l'étranger rapidement après l'intervention correctrice. Donc finalement, 40 patients étudiés avec les dossiers, et 30, aujourd'hui 30, en fin de semaine on sera probablement à 32 ou 33, réponses à l'entretien téléphonique. Alors, je vous présente les résultats sur les 30 patients dont j'ai pu avoir les familles au téléphone. Donc la donnée, c'est qu'on a un âge moyen au moment du recueil des données qui est donc de presque 9 ans. Concernant la croissance, on a un Z-score moyen pour le poids à moins 1,2 avec un intervalle qui est assez important comme vous voyez, il y a un tout petit bout, et un Z-score pour la taille à moins 0,7. Donc une croissance qui n'est pas optimale, en tout cas sur le poids en général. Pour la morbidité et le fonctionnement œsogastrique et œsophagien particulièrement, je vais vous dire ce qui m'a semblé le plus important. Donc le reflux gastro-œsophagien clinique concerne encore à 9 ans un tiers de la cohorte, 30% des patients. Lorsqu'il est présent cliniquement, voilà les examens qui sont faits et on remarque qu'en fait, c'est surtout la présence d'une œsophagite à la fibro qui donne le diagnostic objectif. La pH-métrie n'est pas beaucoup utilisée pour faire le diagnostic de reflux acide. RGO traité pour 33%, il y a un enfant qui ne présente pas de symptômes cliniques mais qui avait une œsophagite et qui finalement a des IPP. Les blocages alimentaires concernent plus de 50%, alors on ne voit pas les chiffres du coup, je suis désolée, c'est 53% de la cohorte. C'est 57 peut-être, alors 50. Voilà. Et une nutrition orale exclusive quand même à 9 ans qui concerne 90% de la population. On a encore 3 enfants qui ont un besoin de soutien d'une nutrition entérale. Je vous ai mis ici quand même ce qui me paraissait important. Le nombre de dilatations moyen chez ces enfants depuis la naissance, c'est 3. Il y a 10% de la cohorte qui n'a jamais eu de dilatation endoscopique, même sur un long gap. Et le laps de temps moyen depuis la dernière dilatation chez ces enfants, c'est presque, on ne le voit pas, c'est presque 5 ans. Donc c'est finalement pas le problème trop actuel chez ces enfants. La morbidité respiratoire, donc là on a regardé, nous, l'asthme qui nécessitait un traitement de fond au long cours. On a 33%, un tiers de la cohorte qui a un asthme toujours traité. Les infections respiratoires, on discutera de la définition tout à l'heure, mais les infections respiratoires récidivantes ne concernent finalement pas beaucoup d'enfants. L'oralité, alors le score qui était sur 7, finalement on a une moyenne de 6. Quand on exclut les 3 enfants qui ont encore un complément par nutrition entérale, on a une moyenne du score qui est à 6. Donc il y a quand même, la majorité de ces enfants, on n'a qu'un tiers de la cohorte qui a un foie à 7 sur 7. Donc on a 2 tiers des enfants qui n'ont pas une oralité normale, même à 9 ans. La scolarité, plutôt bien, j'aurais dû le mettre en vert, donc à part un enfant qui a redoublé une fois. Sinon tous les enfants sont dans leur niveau de classe attendu pour l'âge. L'absentéisme scolaire, en revanche, qu'on a défini comme c'est proposé dans la fiche de suivi, plus d'1 mois d'absence sur les 12 derniers mois. Et là, par contre, on a encore un petit pourcentage, mais quand même 3 enfants sur 30 qui sont absents en rapport avec leur pathologie. C'est souvent pas à cause d'infections ou de problèmes cliniques, mais des fois, et les parents nous le disent bien, même si vous allez me dire ça fait pas 30 jours, c'est des examens complémentaires ou des comptes rendus ou des rendez-vous de consultation. Enfin, le suivi PNDS. Alors, la pH-métrie entre 2 et 3 ans sans traitement a été réalisée dans un tiers des cas. Les EFR, en revanche, elles, ont été réalisées, comme vous le voyez, dans un grand nombre de cas. Et en plus, là, on a dit c'est entre 7 et 9 ans. Il y a des enfants qui n'ont encore pas 9 ans, du coup, dans la cohorte. Donc, le chiffre devrait grimper encore. La consultation multidisciplinaire à 6 ans, vous voyez, là, on n'est pas encore à 50%. Voilà, donc les problèmes de l'étude, les problèmes qu'on a rencontrés, c'est la définition, surtout sur le plan pulmonaire. Alors moi, je fais plutôt de la gastro-entérologie, alors c'est vrai que j'ai été probablement moins fine dans l'analyse des données, mais on a considéré comme relevant le traitement de fond pour un asthme, parce que les UFR sont pas toujours faciles, alors pas forcément à interpréter, mais à récupérer et à interpréter, même pour les services d'épreuves fonctionnelles respiratoires. Il y a des enfants qui ont eu leurs EFR, mais encore beaucoup de FR dites ininterprétables. Des fois pour des problèmes d'oralité d'ailleurs, mais on pourra en discuter après, où finalement mettre l'embout dans la bouche, c'est compliqué. Certaines définitions dont on peut discuter, moi la définition que j'ai retenue pour une consultation multidisciplinaire, je l'ai restreinte à 2 praticiens de spécialités différentes. Est-ce que ça suffit à qualifier ça d'une consultation multidisciplinaire? Et vous voyez, on est à 50%. Et puis les infections respiratoires, voilà.
il faut discuter. Moi, j'ai pris les plus de 2 infections respiratoires nécessitant une antibiothérapie sur le dernier hiver. Et alors, est-ce que vous voyez des choses à comparer en fonction des groupes? Est-ce que vous pensez qu'il y a des comparaisons intéressantes à faire, par exemple, en fonction de la technique chirurgicale, ou peut-être d'autres comparaisons auxquelles on n'aurait pas pensé pour l'étude? Voilà, pour finir, juste remercier le CRACMO, bien sûr. Tous les centres qui ont participé, ils sont 22, qui ont inclus des patients de l'étude. Vous avez la carte ici, et puis bien sûr les familles qui ont accepté de répondre au questionnaire. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, je voulais juste intervenir sur la pH-métrie. C'est vrai qu'on recommande de faire une pH-métrie chez les enfants qui ont été opérés de l'œsophage de type 3, mais dans les longues gaps, si on a un estomac qui est remonté dans les 3/4 du thorax et une ésophagie ulcérée, il n'y a pas de raison de faire une pH-métrie. Donc, je ne suis pas sûr de la question. Non, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce n'est pas forcément adapté comme question. C'est exploration du reflux. On a fait le point sur le reflux. Ils ont souvent été, enfin, une partie a été opérée. Et voilà. Enfin, je sais pas. Moi, je fais pas de pH-métrie. Je suis un enfant qui a une hernie hiatale secondaire, on va dire, ou une ésophagie ulcérée, parce qu'on sait qu'il a un reflux. Et donc, on ne fait pas forcément de pH-métrie. Est-ce que vous avez regardé le niveau socio-économique parce que là, c'est un peu, je pense à ma paroisse, les 3 patients qui sont entrés dans cette étude, c'est quand même dans un cas un milieu très 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 défavorisé. Il mange pas, il va pas à l'école. Enfin, Audrey pourrait partager mon avis, pas seulement parce que voilà, je pense qu'il y a un gros problème familial. Le deuxième, c'est une famille sympathique, personne parle français et c'est très compliqué aussi. Enfin, voilà, donc il y a des petits biais, non? C'est juste un commentaire pour vous féliciter de ce dynamisme et d'avoir repris le travail de Benoît Parmentier, et que c'est à nouveau un bel exemple d'études à partir du registre, puisque les malades initialement de Benoît Parmentier les avait identifiés sur le registre, sur les longues gaps, avec une définition qui finalement, avec le temps, rejoint la définition consensuelle d'INOA, de dire qu'un long gap finalement c'est un qu'on ne peut pas opérer tout de suite, enfin qu'on ne peut pas remettre là. Voilà, et je trouve que ça va, en plus ça va répondre à des questions, parce que c'est un groupe qui est difficile à suivre et à identifier. La faiblesse, enfin les long gaps c'est 10%, donc même sur un registre avec 1500, on en a 150, avec juste un recul à 1 an. Donc, or, c'est quand même la population la plus difficile, avec le plus de morbidité. C'est quand même, quand on a un Z-score du poids sur âge en moyenne à moins 1,2 DS, vous en avez un paquet qui sont dénutris. Donc dans les suggestions, c'est peut-être regarder les facteurs liés à la dénutrition dans cette population. Nombre de chirurgies, la technique, si vous voulez faire une analyse un peu fine, si vous en avez assez, je pense. Merci Julie pour ce travail. On en a discuté puisqu'on en parle assez souvent de ce sujet. Pour certains critères comme l'absentéisme scolaire, les infections respiratoires récidivantes, on n'a pas de population, de groupe de comparaison avec la population générale. Tu as des données un peu là-dessus Oui, je ne suis pas sûr qu'on soit loin de ce qu'on observe dans la population générale. Hein. Je sais pas. Il faut peut-être regarder. Et puis c'est pareil, les infections respiratoires, est-ce que c'est beaucoup plus que la population générale? Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Je ne sais pas si on a sur des réseaux d'épidémiologiques je sais pas, par exemple le nombre de redoublants, ça vous devez l'avoir en moyenne sur la France, c'est savoir si c'est plus ou moins, on doit avoir, mais après... Ouais, vas-y. Merci pour ce joli travail. Juste une réflexion que je me faisais, on n'a pas les moyens de comparer aux non-long gap. Parce que c'est vrai qu'on se dit il y a ces éléments, mais il y a lesquels font qu'ils diffèrent des autres et lesquels sont le lot commun de l'atrésie de l'œsophage, si on peut dire.
Donc bonjour à tous, je m'appelle Lorraine Doval,